Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Philippe Denry, qui est vice-président de la FSPF, spécialiste de la branche entreprise, officine et formation et du pôle social de la fédération. Au programme cette semaine, la nouvelle campagne de vaccination contre la Covid, la rentrée des étudiants en pharmacie et en DUST de préparateurs, l'enquête sur l'organisation des gardes lancée par la FSPF et les solutions anti-pénurie de médicaments envisagées par le gouvernement. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe Bessé et bonjour Philippe Denry. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Bonjour. La campagne de vaccination contre la Covid a été avancée au 2 octobre. Quelles sont les particularités de cette nouvelle campagne? Alors, effectivement, c'est lundi que ça commence. Donc, en fait, en réalité, pour les pharmacies, peu de nouveautés. Le portail de commande n'a pas jamais été interrompu. Et nous avons eu de façon perlée quelques personnes qui ont voulu se faire vacciner au fil de l'eau, même cet été. Là, ce qui change, c'est que la campagne est organisée au niveau national et évidemment, nous avons une grosse campagne médiatique pour inciter les 65 ans et plus à se faire vacciner. Chers confrères et tous, comme vous l'avez vu, on fait face actuellement à une recrudescence de Covid avec des formes qui sont quand même assez costauds, hein. On a pas mal de gens qui ont des fièvres à 40, etc. Donc il faut recommander la vaccination, surtout sur les publics fragiles. On revoit des tests. Alors je suis d'ailleurs, je dois vous le dire, particulièrement chagriné qu'il n'y ait plus de remontée nationale des tests des pharmacies, puisque avec la fermeture de SIDEP. Donc ça, j'en ai informé le ministère déjà. Il faut qu'on arrive à regrouper, à trouver une solution de remplacement de SIDEP de telle manière à ce qu'il y ait un suivi épidémiologique des taux de positivité et du nombre de tests qui sont réalisés en pharmacie, qu'on voit augmenter, mais qu'on voit augmenter par les données de facturation, ce qui ne donne pas de notion sur la positivité ou pas des tests. Et donc, c'est très embêtant. Donc voilà, donc le 2 octobre, on commence la Covid et le 17, comme vous savez, la grippe. Donc les deux, évidemment, comme l'an dernier, peuvent se faire en même temps. Et comme l'an dernier, les préparateurs en pharmacie sont habilités à administrer les vaccins grippe et Covid. Voilà. Donc en gros, pas de changement majeur sur cette campagne par rapport à ce que vous connaissez. D'accord, merci Philippe. Philippe, tandis que de nombreux étudiants ont fait leur rentrée, peux-tu nous faire un point sur le nouveau diplôme du DUST de préparateur? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, pour cette rentrée, tous nos futurs préparateurs sont formés via le DUST, donc qui va se dérouler donc en 2 ans, comme l'ancien brevet professionnel, en partenariat entre les CFA et les facultés. On n'a pas encore les chiffres exacts des remontées des jeunes qui sont en formation, mais on est plutôt sur une tendance plutôt sur les années fortes, hein, c'est-à-dire aux alentours des 3000 qui seraient inscrits en première année. Deux points qui ont un petit peu agité l'actualité, c'était le coût contrat pour le DUST, et grâce à la mobilisation de la FSPF, ça a été corrigé. Et donc, tous les contrats qui ont été signés avant on va dire en gros avant le 10 septembre, seront pris à hauteur de 9 500 euros, comme c'était la base. Et à partir du 10 septembre environ, les contrats sont pris sur la base de 8 500 euros. Donc, il y a une petite baisse, mais ça ne devrait pas concerner grand monde sur cette année. Et, euh, et autre point également concernant le DUST, en tout cas la formation des préparateurs. Nous avons eu avec Philippe une réunion avec les doyens des facultés de pharmacie, notamment avec le président de la conférence des doyens, et leurs positions se sont rapprochées de la nôtre, c'est-à-dire de pouvoir faire une licence post-DUST, de ne pas faire une licence directe, mais de faire un 2 plus 1, ce que nous demandions depuis le début, pour garder deux métiers, un métier accessible au DUST et un métier spécialisé qui sera accessible via une licence.
Donc théoriquement, les travaux devraient pouvoir commencer pour pouvoir construire cette licence. D'accord, merci pour ces précisions. Et dans les facultés de pharmacie, les bancs sont-ils toujours aussi clairsemés cette année? Alors, on va dire que c'est un peu mieux. D'après les derniers chiffres, on est à peu près à 470 places vacantes par rapport à 1100 de l'année précédente. Donc, il y a un mieux, mais c'est quand même complètement insatisfaisant parce qu'en fait, on ne devrait pas avoir de places vacantes du fait des besoins que l'on a de formation en pharmacien, du fait des besoins qu'on aura aussi dans le futur pour remplacer les pharmaciens qui sont actuellement en poste et puis aussi pour pouvoir comment dire, répondre aux besoins de recrutement des officines. C'est pas non plus satisfaisant parce qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes qui partent à l'étranger dans les filières de pharmacie pour pouvoir réaliser leur cursus universitaire. Et ce que l'on a demandé, et là on est aussi en phase avec les doyens, donc c'est bien, c'est qu'en fait la filière pharmacie soit beaucoup mieux identifiée sur Parcoursup et que les jeunes puissent vraiment rentrer dans une filière pharmacie. Il n'y a pas SLAS, mais cette filière classique, entre guillemets, ne nous sert pas vraiment et on est un peu noyé parmi les autres professions de santé. Donc, sans remettre en cause ce dispositif qui peut convenir à certaines populations, à certaines personnes, on aimerait qu'il y ait une filière pharmacie complètement identifiée parce que effectivement, ça mène à un exercice, à une activité qui est différente, comme on avait avant. Hein. On avait bien une filière pharmacie, comme il y avait une filière médecine, maïeutique, dentaire, etc. Ben, la pharmacie était à part et on n'avait aucun problème pour remplir nos cursus. Voilà le point. Donc, un léger mieux, mais pas complètement satisfaisant. Et une fois encore, là, la fédération s'est mobilisée et essaye encore de faire bouger les choses pour qu'on puisse avoir une filière bien identifiée. D'accord, merci Philippe, on compte sur toi. Merci. Alors, Philippe, c'est le dernier jour pour répondre au questionnaire en ligne lancé par la FSPF sur l'organisation des gardes pharmaceutiques. Quel est son objectif? Alors, d'abord, mobilisez-vous parce que vous avez vu hier, on a gagné 96-0 et donc on n'a pas atteint la barre des 100. Et de notre point de vue pour ce sondage, on est à 5900 trucs. J'aimerais bien atteindre la barre des 6000. Je crois que ce serait notre record dans ce type de sondage qui d'habitude a 3000 à 4000 réponses. 6000, ce serait vraiment exceptionnel et ça montre l'importance et le problème que rencontrent pas mal de nos confrères sur la permanence des soins. Nous avons fait en fait deux sondages, un sur les gardes pour les pharmaciens et un autre sur les gardes pour les présidents de syndicats départementaux qui sont les organisateurs des gardes. Et on se rend compte dans ces deux sondages qu'il y a en réalité des problèmes, en tout cas des difficultés d'organisation dans à peu près tous les départements. Les questions que nous avons remontées, c'est un, est-ce que les pharmaciens souhaitent une différenciation entre la nuit jusqu'à minuit et la nuit profonde, c'est-à-dire est-ce que un système différent pourrait être imaginé pour la nuit profonde, euh, sans donner de résultats sur quelle serait cette chose-là. Le deuxième, c'est faut-il une régulation ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le patient doit être maître de la demande exclusivement et donc le pharmacien doit-il répondre à toutes les demandes? Ou bien faut-il une régulation et quelle forme de régulation cela peut-il prendre? Le troisième, est-ce que tous les produits pharmaceutiques doivent être concernés par la notion d'urgence ou seulement les médicaments, ou seulement les médicaments sur ordonnance, ou seulement les médicaments sur ordonnance du jour? Donc, bien sûr, on a demandé à la fois un retour d'expérience aux pharmaciens et d'autre part une volonté exprimée sur les modalités par rapport à l'avenir. Je vais pas dévoiler aujourd'hui le résultat du sondage parce que même si j'ai des résultats partiels, j'attends qu'il soit clos et on en parlera la semaine prochaine. Mais l'objectif, en tout cas, et le but, c'est éventuellement d'avoir des modifications législatives parce que nous avons un cadre de loi qui parle de la permanence des soins des médecins dans le cadre de la loi Valtou pour que les médecins soient comme nous astreints à une obligation de garde.
dans certains cas. Donc, on a ce vecteur législatif qui nous permet éventuellement d'évoluer. Et le deuxième cadre, c'est que, vous savez, la hiérarchie des textes, hein. On a la loi, donc on a un vecteur, donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe si jamais on veut avoir quelque chose qui nécessite de passer devant le Parlement. Et sinon, ce travail nous servira quand même parce que je compte bien travailler avec nos confrères de l'ordre. J'en ai déjà parlé tant à la présidence, à la présidente donc, du national que au président du central A pour bâtir ensemble, là, peut-être la voie réglementaire et une nouvelle forme de voie réglementaire. Vous savez que en réalité, dans la profession, hein, c'est le syndicat qui est en charge de l'organisation des gardes et c'est l'ordre qui est en charge du contrôle de la bonne application de ce qu'organise le syndicat. Donc, nous devons évidemment travailler ensemble pour aboutir à une... Parce qu'en fait, l'ordre arrive à des constats de mauvaise, parfois, application des consignes qui sont données. Donc, tout ça fait que nous travaillons, en fait, et d'abord en vous consultant sur une possible réforme de la permanence des soins pharmaceutiques. Alors, je vous avoue qu'à ce stade, je n'en ai pas parlé non plus au service de l'État parce qu'ils sont également concernés, mais il faut d'abord que nous fassions en interne nos propres décisions avant d'en parler au service de l'État. Voilà, donc la semaine prochaine, probablement, j'aurai les résultats et je pourrai vous en parler sur ce live. D'accord, merci Philippe. Je te propose maintenant de répondre à la question de Caroline Lebigot, qui est présidente du syndicat de Haute-Corse. Bonjour, je suis Caroline Lebigot, présidente du syndicat des pharmaciens de Haute-Corse. Le prix de l'amoxicilline va augmenter de 10%. Penses-tu que cela va permettre d'éviter les pénuries comme le pense le gouvernement ? Alors Philippe, est-ce que les annonces du gouvernement vont solutionner le problème des ruptures ? On verra, on jugera sur pièce. Quelques-unes sont de bonne aloi et vont probablement apporter une solution. La première, c'est d'augmenter le prix des médicaments de première intention. Donc, on parle de l'amoxicilline notamment, qui va permettre aux industriels français d'acheter les matières premières sur le marché asiatique à des tarifs qui vont permettre d'en avoir, en fait. Et ça, c'est une bonne mesure. D'autres mesures sont envisagées, notamment celles autour des TROD, celle autour de la possibilité faite au pharmacien de délivrer lui-même l'antibiotique sous condition obligatoire de TROD. Enfin, en gros, il faudrait rendre obligatoire le TROD tant pour les médecins que pour les pharmaciens avant la délivrance d'un antibiotique. Ça ne sert à rien de donner un antibiotique pour une infection virale, comme tout le monde sait. Donc ça, c'est de bonne loi. On a d'autres mesures du type la possibilité pour les pharmacies d'officines qui ont des préparatoires de fabriquer des médicaments en urgence pour dépanner les confrères. Tout ça va dans le bon sens et donc ça, c'est bien. Après, il y a la mesure qui a défrayé la chronique cette semaine sur la délivrance des médicaments à l'unité. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer maintes fois sur le sujet. Ce que j'ai dit sur les ondes, tant à la télé qu'à la radio, qu'à nos ministres, qu'à nos journalistes de presse écrite, c'est que, par exemple, l'an dernier, ce qui nous a manqué, comme vous savez, chers confrères, chers consoeurs, ce sont les formes pédiatriques. Et les formes pédiatriques, elles sont en sirop. Et donc, on ne va pas, évidemment, faire venir les gamins en leur donnant une cuillère matin, midi et soir dans l'officine. Donc, cette histoire d'unité n'a pas de sens pour le problème que nous avons eu l'an dernier. Par rapport aux comprimés, ça n'en a pas beaucoup non plus. L'amoxicilline est conditionnée par boîte de 6. La posologie correspond au boitage. On a aussi les boîtes de 14, comme vous savez, pour d'autres affections. Donc, en fait, en fonction de l'indication, on a normalement les formes, les conditionnements faits par l'industrie forestière qui sont adaptés. Donc, moi, je suis très... je pense que cette mesure ne s'appliquera pas plus que l'an dernier. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Le PLFSS sera présenté au Conseil des ministres mercredi.
Et donc, mercredi soir, on devrait avoir le texte enfin du projet de loi de finances de sécurité sociale. Nous pourrons ainsi intervenir et nous avons la commission des comptes de la sécurité sociale vendredi et la FSPF ne manquera pas de donner de la voix lors de cette commission des comptes. Comme vous savez, nous sommes les représentants des pharmaciens à cette commission des comptes et donc on en parlera aux deux ministres des comptes publics et de la santé. D'accord, merci Philippe. Alors passons maintenant aux questions des internautes. Alors, nous avons une question sur l'honoraire RVA pour la vaccination des patients de moins de 16 ans. Comment on fait? On met pour l'instant la facturation au frigo parce que l'assurance maladie n'est pas prête. De façon, je l'avais déjà expliqué dans un live, mais je vous explique. J'en ai moi-même des facturations en attente, je vous rassure. Le principe, c'est que quand nous avons fait la négociation de la convention en 2022, la limite était à 18 ans, même pas 16 ans, c'était à 18 ans. Depuis, la Haute Autorité de Santé a mis la barre à 16, puis à 11. Donc, tout le réglementaire, tout va bien au niveau réglementaire, mais au niveau conventionnel avec l'assurance maladie, ils n'ont pas le droit de rembourser, parce que nous n'avons pas signé ça, des vaccins pour les 11-16 ans. Comme l'avenant conventionnel que nous allons négocier, on va rentrer en négociation prochainement, comme vous savez, ne sera signé, si jamais il est signé, qu'en janvier, c'est trop tard. Donc, le directeur de l'assurance maladie a demandé au ministre de le couvrir. En fait, ça s'appelle une lettre de couverture. Et ça a été fait. Et donc, il peut engager l'argent public pour rembourser les pharmaciens qui vaccinent entre 11 et 16 ans. Et donc, les éditeurs de logiciels ont reçu des consignes et vont pouvoir développer maintenant un patch pour nous permettre de facturer à partir de 11 ans. Vous pouvez demander aux éditeurs où ils en sont et sinon, vous mettez les factures au frigo et vous facturez dès que l'éditeur de logiciel est prêt. D'accord, on a aussi plusieurs questions et remarques sur toutes les nouvelles missions qui sont très intéressantes mais que nous ne pouvons pas forcément faire en pratique. Qu'est-ce que tu as à répondre? On ne peut pas les faire en pratique pour plusieurs. D'abord, c'est une véritable révolution en marche à chaque fois, ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut à la fois passer les étapes législatives, réglementaires, conventionnelles. C'est un 110 mètres et cette affaire. Faire la formation, déployer dans les éditeurs de logiciels les solutions informatiques qui nous permettent à la fois de faire et de facturer. Donc, c'est un peu long. Et donc, évidemment, je comprends les frustrations de chacun. Il y a une autre forme de frustration qui est le temps homme. Et ça, je l'ai dit hier au directeur de cabinet du ministre, c'est que tout ça, ça demande du temps homme. Or, comme vous savez, on n'est pas au golf, donc on est toute la journée, en fait, on a notre travail qui est le travail de délivrance des ordonnances qui nous prend l'essentiel de notre temps, surtout en gestion des ruptures. Donc, je comprends les frustrations de tout le monde. Néanmoins, le métier est en marche vers un métier de professionnel de santé vraiment à part entière dans le parcours de soins. On est maintenant devenu leader, je pense, dans le monde sur l'ensemble des missions qui sont ouvertes aux pharmaciens. On a un modèle économique qui va, j'espère, être revu grâce à l'avenant conventionnel qu'on va négocier. J'espère pas vous décevoir parce que moi-même je serais déçu si on n'y arrive pas, mais voilà, je compte sur votre mobilisation au cas où, si jamais ça se passait pas bien. Je dis ça en passant. Donc voilà, retenons que ces changements, ils vont tellement vite que je comprends toutes les frustrations que vous exprimez. Maintenant, voilà, c'est que dans 5 ans, quand on se retournera, je pense qu'on sera fier du chemin parcouru. Et je compte sur vous, à la fois pour votre engagement et peut-être pour votre mobilisation, si jamais cet engagement que nous avons n'était pas valorisé, parce que ça, ce serait
ce serait là pour le coup un coup de poignard. D'accord, merci Philippe. Il est déjà 2h04, donc on va arrêter là. Merci Philippe Bessé et merci Philippe d'Henry. Merci également à Caroline Lebigot pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bonne journée, bon Merci. week-end. Au revoir, bon week-end.